Bonjour, je suis content de te retrouver pour une nouvelle série de vidéos qui va porter sur l'électromagnétisme. Alors, on verra ensemble les applications très importantes de l'électromagnétisme dans la vie de tous les jours, mais avant cela, eh bien, il va être nécessaire de faire quelques petits rappels d'électricité, puisque l'électricité est une matière que tu as vue normalement en troisième secondaire, donc j'imagine que les choses remontent un petit peu. Et donc, pour remettre une série de concepts en place, je te propose de regarder ici un petit circuit électrique assez basique. Alors, la première chose à observer, nous avons ici une source de tension, donc j'ai mis une borne positive, une borne négative. Ceci, c'est donc ce qu'on appelle un générateur électrique. Alors, un générateur électrique, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça va transmettre de l'énergie à des charges électriques. Alors, en l'occurrence, le plus souvent, les charges électriques, ce sont des électrons qui circulent. Et donc, ça veut dire qu'un générateur électrique va transmettre de l'énergie aux électrons. Alors, cette énergie, en fait, ça va être de l'énergie cinétique, puisque les électrons vont se mettre en mouvement. Ok. On a également dans ce circuit ce qu'on appelle un récepteur électrique. Donc un récepteur, eh bien, c'est l'inverse du générateur. On a un élément dans le circuit qui va venir prélever l'énergie aux charges qui traversent ce récepteur électrique. Donc c'est exactement l'opposé d'un générateur électrique. Alors, ce qu'on aime bien faire en physique, c'est de pouvoir quantifier les choses. Et donc, pour quantifier justement cette quantité d'énergie qui est soit donnée aux charges, soit perdue, eh bien, on va utiliser le terme de tension électrique. On parle aussi de différence de potentiel ou de potentiel électrique. La tension électrique, on la représente le plus souvent par le symbole U, et comme on l'a dit, la tension représente un travail par quantité de charge, c'est une énergie transmise à des charges, et donc on a ici représenté le fait que la tension représente un travail par unité de charge. Donc nous avons le travail qui correspond à des joules, et nous avons également les charges qui correspondent à des coulombs. Alors petite parenthèse, rappelle-toi qu'un coulomb, en fait, ça représente une quantité de charge élémentaire, et donc en fait un coulomb correspond à 6,2 fois 10 exposant 18 charges élémentaires. Autrement dit, les charges élémentaires dans ce contexte-ci, ce seraient des électrons, et donc un coulomb représente la charge électrique portée par 6,2 fois 10 exposant 18 électrons. Voilà. Alors donc, pour la tension électrique, on utilise une unité qui vient résumer ceci, ce sont des volts, et donc les volts, comme on l'a dit, ce sont des joules par coulomb. Alors, si j'ai une tension dans mon circuit, et que le circuit est fermé, je vais voir apparaître un courant électrique. Le courant électrique, lui, il est souvent représenté par le symbole I pour intensité. Et le courant électrique, ce qu'il représente, c'est en fait quelque part un débit de charge. Donc on a des charges représentées ici par Q, par unité de temps. Donc ça veut dire que si je me mets en un point du circuit électrique, eh bien je vais pouvoir compter le nombre de charges qui passent par seconde, et ça, c'est ce que représente le courant électrique. Alors là aussi, on a une unité particulière pour le courant électrique, qui est l'ampère, le symbole c'est A, et l'ampère représente des coulombs par seconde. Alors, petite parenthèse, il faut savoir que le sens qui est représenté ici, donc le sens du courant, tu vois qui part de la borne positive et qui va vers la borne négative, c'est ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant. Pourquoi sens conventionnel du courant? Eh bien, tout simplement parce que les premiers physiciens qui se sont intéressés au courant électrique se sont trompés. Ils ont imaginé que les charges électriques négatives circulaient dans le sens qui est maintenant le sens conventionnel, alors qu'en réalité, on s'est rendu compte plus tard que les électrons qui génèrent le courant électrique circulent dans le sens inverse. Et donc il faut bien faire attention à cela. Le courant électrique, dans les schémas électriques, adopte le sens conventionnel, par convention, mais il faut toujours avoir en tête qu'en réalité, les électrons circulent dans l'autre sens. Ce sera important pour la suite. Alors, on a parlé de la tension électrique, on a parlé du courant, on doit maintenant s'intéresser à notre récepteur électrique. Alors ce récepteur électrique ici, c'est simplement ce qu'on appelle une résistance. Alors une résistance, le nom est bien donné, c'est un composant qui va venir s'opposer au courant électrique. Et comme on l'a dit, ce qu'il va faire, c'est qu'il va quelque part prélever de l'énergie aux charges qui circulent dans le circuit. Alors là aussi, on va donner une unité. La résistance possède une unité qu'on appelle le ohm, avec le petit symbole oméga. Et le ohm correspond à
une tension, donc à des volts par ampère. Autrement dit, ça nous dit quelle tension va être prélevée aux charges qui vont passer dans le circuit électrique. Alors de là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donc calculer, comme tu le vois ici, tu peux le deviner un petit peu avec les unités, on peut calculer la tension qui est en réalité perdue dans le circuit électrique, en faisant U est égal à RI, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Et donc il faut bien faire attention, autant le générateur électrique, ici la source de tension, donne une tension aux charges, autant ici la tension que j'ai calculée aux bornes de la résistance est une chute de tension, donc une perte de tension. Alors, intéressons-nous un petit peu maintenant à la puissance dans le circuit électrique. On peut calculer la puissance électrique qui est utilisée dans le circuit, la puissance qu'on va noter P, et la puissance est donnée simplement par le produit de la tension par le courant électrique. Alors, on peut un petit peu regarder ce qui se passe au niveau des unités. On a dit que la tension, eh bien, c'était des volts, le courant, ce sont des ampères, et alors si je reformule ça en unités standard, en unités plus élémentaires, eh bien la tension ce sont des joules par coulomb, les ampères ce sont des coulombs par unité de temps, et donc tu vois que les charges se suppriment et on arrive bien à avoir des joules par unité de temps, ce qui me donne donc des watts. Alors fais bien attention ici, le W représente bien des watts puisque je suis occupé à traiter des unités, ce n'est pas la même chose que le W qui représente un travail. Alors, de la même manière, je peux calculer l'énergie qui est dépensée dans un circuit électrique, mais pour ça, je vais tout simplement prendre la puissance multipliée par le temps que je vais considérer, c'est la puissance multipliée par le temps, et je peux donc réécrire en utilisant la formule du dessus, en disant que l'énergie dépensée dans un circuit électrique, c'est la tension multipliée par le courant multipliée par le temps. Voilà. Alors, dernière petite chose à laquelle on va s'intéresser, dans un circuit électrique, lorsqu'on a une résistance, il va se produire ce qu'on appelle l'effet Joule. Alors l'effet Joule, c'est quoi? Eh bien, le courant qui circule dans une résistance, eh bien, quelque part, les charges, les électrons vont frotter dans la matière, et c'est comme ça qu'ils vont perdre de l'énergie d'ailleurs, et cette énergie qui est perdue, eh bien, elle va être dépensée sous forme de chaleur. Et ça veut dire que l'énergie électrique, eh bien, va être transformée en énergie thermique, et donc il y aura des pertes thermiques. Alors, il se fait que on peut très facilement calculer ces pertes thermiques, et donc on va dire ici que l'énergie thermique, donc l'énergie perdue par effet Joule, eh bien, se calcule par R fois I carré fois T. Et donc on a la résistance multipliée par le carré du courant électrique, multipliée par le temps, si je veux connaître l'énergie perdue sur un certain laps de temps. Avec ceci, j'ai terminé les quelques rappels nécessaires. J'ai été assez vite et tu vois que j'arrive ici avec un tableau assez touffu, donc il est important que tu prennes le temps de te réapproprier ces notions car on en aura besoin pour la suite. Poursuivons en nous intéressant à la notion de champ magnétique. Le champ magnétique, c'est quelque chose dont tu as déjà entendu parler, mais je vais là aussi reprendre un petit peu les choses. Et pour commencer, eh bien, je vais prendre ce que l'on appelle un solénoïde. Donc, ceci, c'est un solénoïde, c'est-à-dire qu'on a un conducteur qu'on est venu enrouler en faisant ce qu'on appelle des spires, donc des espèces de boucles ici. Alors dans ce solénoïde, ce solénoïde a une certaine longueur déjà, première chose. On va venir faire circuler un courant. Alors tu as dû voir en cinquième que lorsqu'on fait circuler un courant dans un solénoïde, eh bien on va générer dans ce solénoïde ce qu'on appelle un champ magnétique que je vais représenter ici avec des lignes de champ en vert. Et donc on a ici un champ magnétique. Alors ce que j'ai ici avec ce champ magnétique, en fait, eh bien, j'ai créé un électroaimant, c'est-à-dire que j'ai créé ici un dispositif qui a des propriétés magnétiques, de la même manière qu'un aimant a des propriétés magnétiques. Eh bien, mon solénoïde ici, quand il y a un courant qui circule, il a des propriétés magnétiques et donc il y a un pôle nord et un pôle sud. Et alors, je te rappelle que le pôle nord, eh bien, c'est le côté par lequel sort le champ magnétique et donc c'est de ce côté-là que je vais trouver les flèches. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Alors, le champ magnétique, j'insiste là-dessus, c'est quelque chose d'un petit peu abstrait. Les élèves ont souvent du mal à voir ce que c'est. Il faut te dire que le champ magnétique, finalement, comme on va le voir par la suite, c'est un phénomène physique qui génère une interaction avec les charges électriques. Voilà, on va se dire ça. Maintenant, j'ai bien conscience que c'est quelque chose d'un peu abstrait. On a du mal à comprendre vraiment ce que c'est. Mais donc, le champ magnétique nous permet de
dire qu'il y a une interaction entre l'électricité, le courant et les charges électriques. Et c'est ça, quelque part, que représente le champ magnétique, en tout cas dans ce contexte-ci. Alors, il se fait que le champ magnétique dans le solénoïde, ici, on va pouvoir calculer son intensité. Et donc j'ai ici B, l'intensité du champ magnétique, puisqu'on utilise souvent B pour représenter un champ magnétique. Alors, l'unité de ce champ magnétique, eh bien, c'est le Tesla, en hommage au physicien Nikola Tesla. Alors, ce que j'ai dans cette formule, eh bien, j'ai le courant, l'intensité du courant électrique dans le circuit. Et donc tu vois ici que si j'ai un courant élevé, ça veut dire que j'aurai un champ magnétique élevé. Donc ça me permet potentiellement de créer un électroaimant avec un champ magnétique très important. Ce que j'ai ensuite, eh bien, c'est N. Alors N représente le nombre de spires. Donc le nombre de spires, c'est le nombre d'enroulements qu'il y a dans mon solénoïde. J'ai également mu, donc la lettre grecque mu, qui représente la perméabilité magnétique du milieu. Alors cette notion-là n'est peut-être pas tout à fait évidente. La perméabilité magnétique, elle représente la capacité d'un milieu à accepter, à canaliser le champ magnétique. Alors typiquement, ici j'ai un solénoïde dans lequel il n'y a rien, mais si j'avais envie de générer un champ magnétique plus important, je pourrais venir mettre un noyau d'un autre matériau. Typiquement, mais un noyau de fer doux qui a des propriétés magnétiques intéressantes. Et dans ce cadre-là, eh bien, j'aurai une perméabilité magnétique très importante, ce qui signifie que j'aurai un champ magnétique plus important. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus en détail là-dedans ici, mais donc ça permet de, quelque part, prendre en compte les caractéristiques magnétiques du milieu dans lequel le champ magnétique circule. Et donc si j'ai une grande perméabilité, eh bien, ça veut dire que j'aurai un champ magnétique plus important parce que les lignes de champ magnétique seront quelque part mieux canalisées. Dernière chose, j'ai L, mais ça on le voit sur le schéma, L représente ici la longueur du solénoïde, ce qui veut dire que si j'ai un petit nombre de spires pour une grande distance, eh bien j'aurai un champ magnétique plus important. Alors j'insiste bien, ce que j'ai ici comme formule me donne le champ magnétique dans la bobine, donc c'est vraiment si je me mets dans la bobine et idéalement vraiment le plus au centre possible. Si je suis en dehors de la bobine et que je m'en éloigne, eh bien forcément le champ magnétique sera beaucoup plus faible. Alors pour la suite, il sera très important de pouvoir déterminer le sens de B en fonction du courant. Alors tu vois dans le schéma ici au-dessus, c'est moi qui l'ai déterminé, j'ai mis les lignes de champ pour toi, mais dans la pratique, dans des exercices, je pourrais juste te donner le solénoïde, je pourrais t'indiquer le courant électrique et ce serait à toi de déterminer de quel côté est le pôle nord, de quel côté est le pôle sud. Alors je vais reprendre du coup une bobine ici, un solénoïde, et je vais faire passer un courant électrique. Et pour connaître le sens du champ magnétique, on va utiliser ici la règle du tire-bouchon. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, tu dois imaginer que je vais mettre ce tire-bouchon en rotation dans le même sens que le courant électrique. Donc, tu vois ici, le courant électrique, il va suivre un certain chemin, il va tourner. Eh bien, je vais faire tourner mon tire-bouchon dans le même sens. Et ce qui va se passer, tu dois imaginer qu'en faisant tourner ce tire-bouchon dans un bouchon, eh bien, soit tu vas enfoncer le tire-bouchon, soit si tu tournes dans l'autre sens, tu vas dégager le tire-bouchon. Et donc on va regarder ça ici, et c'est ça qui va déterminer le sens du champ magnétique. Alors ici on imagine qu'on tourne dans le même sens, donc dans le sens de la flèche jaune. Qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, je peux me rendre compte que si ma bobine ici était un bouchon, eh bien mon tire-bouchon s'enfoncerait dans la bobine. Et donc, comme il s'enfonce dans le sens de la flèche que j'ai dessinée ici, eh bien, ça me donne le sens du champ magnétique, ça me donne le sens des flèches quelque part, des vecteurs qui composent le champ magnétique. Et donc, je peux en déduire ici que mon champ magnétique, il va dans ce sens-ci. Et comme j'ai les flèches qui sortent par le côté gauche, eh bien, ça m'indique que le côté gauche de ma bobine ici représente le pôle nord et le côté du tire-bouchon représente le pôle sud. Voilà. Prends vraiment le temps de visualiser les choses, de t'imaginer dans la situation, parce qu'on en aura besoin pour la suite. Pour continuer, je te propose de te rappeler rapidement ce qu'est la force de Lorentz, car nous en aurons besoin par la suite. Je te rappelle que la force de Lorentz, je te l'ai déjà présenté dans la vidéo sur la radioactivité, mais on va quand même vite voir comment ça fonctionne. Alors, rappelle-toi que la force de Lorentz, elle nous dit que lorsqu'on a une particule chargée électriquement en mouvement dans un champ magnétique,
eh bien cette particule va subir une force, la force de Lorentz. Et justement, c'est ici que tu peux comprendre que quand on a un champ magnétique, en fait, ce champ magnétique va nous permettre de rendre compte de cette force. Et donc, le champ magnétique, finalement, nous permet de voir qu'il y a une interaction entre les charges électriques et justement le magnétisme. Et donc, si le champ magnétique n'est pas encore très clair pour toi, ici, la force de Lorentz, c'est une manifestation de ce phénomène. Lorsqu'il y a un champ magnétique, lorsqu'on a des charges en mouvement, il y a une force, donc il se passe quelque chose. Alors, la force de Lorentz, elle est donnée par l'expression suivante. Donc, on a une expression vectorielle, donc le vecteur force, mais donné par la charge, qui est juste un scalaire, donc un simple nombre, multiplié par le vecteur vitesse et le vecteur champ magnétique. Alors, la question de la direction de la déviation, je te rappelle qu'elle nous est donnée par la règle du FBI. Donc, on va utiliser le FBI. Et donc, dans FBI, on a la force électromagnétique, donc qui va nous donner la direction de la force, la direction de la déviation. On a le B qui nous donne la direction, l'orientation du champ magnétique. Et on a le I qui va nous donner la direction du courant électrique ou le mouvement de la charge électrique, si tu veux. Et donc ici, tu vois que le I, en fait, je peux considérer que c'est Q fois V. Donc Q fois V, c'est des charges qui ont une vitesse. Et comme on l'a rappelé dans le cadre de l'électricité, des charges qui ont une vitesse, c'est un courant électrique tout simplement. Alors, rappelle-toi ici que, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les trois doigts de la main, le majeur, l'annulaire et l'index, pour former un repère orthonormé. On va utiliser la main gauche pour les charges négatives, on va utiliser la main droite pour les charges positives, et on va venir y positionner les trois vecteurs, force, champ magnétique et vitesse. Et pour terminer, rappelle-toi que l'idée, c'est de toujours démarrer avec le doigt d'honneur, le doigt du milieu, pour le F, le B va prendre l'index et le pouce va prendre la direction de la vitesse des charges ou la direction du courant électrique. Voilà, c'est assez rapide, mais c'est un rappel, donc je me permets d'aller très vite. Maintenant que nous avons vu tout cela, nous pouvons passer au phénomène suivant que je souhaitais t'expliquer, un phénomène extrêmement important, il s'agit du courant induit. Alors pour voir de quoi il est question, on va imaginer que nous avons un petit expérimentateur qui a dans sa main un barreau fait d'un matériau conducteur. Et cet expérimentateur, sa particularité, c'est qu'il est occupé à circuler dans un champ magnétique, que je représente ici par une série de vecteurs champs magnétiques. Et comme je l'ai dit, cet expérimentateur, il évolue à une certaine vitesse dans ce champ magnétique, voilà, que je représente par le vecteur V. Alors, comme dans le barreau, il y a des charges électriques, ça veut dire que ces charges, ces électrons, en réalité, sont en mouvement dans le champ magnétique. Et donc, des charges en mouvement dans un champ magnétique, comme on vient de l'expliquer, ça va générer une force de Lorentz sur ces charges. Alors, on peut essayer ici de se représenter dans quel sens la force va s'appliquer sur les électrons. Et je t'invite à le faire avec moi. Donc, comme on parle d'électrons ici, on va utiliser la main gauche. Alors, le F, c'est ce que je cherche. Donc, pour l'instant, je ne peux pas encore déterminer sa direction. Par contre, le B, donc le champ magnétique, je sais qu'il est orienté vers le bas. Donc, ça veut dire que je vais orienter mon index vers le bas. Et le I, sous-entendu le courant électrique, donc ça veut dire la vitesse, elle va être orientée vers la droite. Et c'est le pouce que je vais orienter vers la droite. Et donc là, tu peux voir que du coup, ça t'oblige à avoir ton majeur qui va indiquer la direction de la force de Lorentz dans ce sens-ci. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que les électrons vont subir une force dans cette direction, et comme ils sont dans un matériau conducteur, en réalité, ces électrons vont pouvoir se déplacer. Donc, ils vont venir s'accumuler d'un côté du barreau. Et comme ils s'accumulent d'un côté du barreau, ça veut dire que de l'autre côté du barreau, il y a quelque part moins de charge, il y a une perte de charge négative, ce qui veut dire que le barreau va être chargé positivement de ce côté-ci. Et donc je peux le noter ici en indiquant que d'un côté on a un excédent d'électrons, donc une charge négative, et de l'autre côté on a un déficit d'électrons, donc une charge positive. Voilà. Alors ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a eu un mouvement d'électrons, donc un mouvement d'électrons c'est bien un courant, et on va parler d'un courant induit. Donc en déplaçant le barreau dans un champ magnétique, on a induit un courant électrique. Alors, ce phénomène qu'on vient d'avoir ici,
on peut le reproduire d'une certaine manière, mais avec des modalités un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'ici, on avait des électrons qui étaient en mouvement dans un champ magnétique statique. Eh bien, on peut très bien imaginer le phénomène inverse, à savoir qu'on pourrait imaginer d'avoir un champ magnétique qui serait en mouvement au travers d'un aimant qu'on viendrait présenter à un circuit électrique. Alors c'est ce que je fais ici, voilà, j'ai représenté un aimant avec son pôle nord et son pôle sud, et je vais représenter ici un circuit électrique sous forme d'une spire, d'une boucle, que je vais relier à un ampèremètre, donc un appareil qui permet de mesurer les courants électriques. Et ce qui se passe, eh bien, c'est qu'on peut constater qu'on va avoir, dans certaines conditions, un courant qui va circuler. Alors on va le voir, ce circuit électrique, cette spire, elle possède une certaine surface et ce sera important. Alors dans quelles conditions est-ce qu'on va repérer un courant électrique sur l'ampèremètre? Eh bien il y en a 3. La première chose, c'est qu'on peut imaginer qu'on va venir rapprocher ou éloigner l'aimant de la spire. Donc ici, je ne peux pas le représenter, mais imagine que je rapproche le pôle nord ou que j'éloigne le pôle nord de la spire, eh bien je vais observer que pendant un instant, il y a un courant électrique qui circule. Ce que je peux également faire, c'est que je peux laisser l'aimant à sa position, mais le faire tourner sur lui-même. Mais si je le fais tourner, ça veut dire que je modifie le champ magnétique et que donc les lignes de champ vont passer différemment au travers de la spire, comme on le verra, donc ça va induire aussi un courant électrique. La dernière chose que je peux faire, c'est venir modifier la surface de la spire, donc je pourrais venir déformer ici la surface, déformer le circuit, et là aussi je vais observer qu'il y a un courant électrique qui circule dans le circuit. Comme tu peux le voir, dans ces 3 cas de figure, on a également induit un courant dans le circuit électrique. Donc on parle à nouveau de courant induit. Donc ça veut dire qu'on a un phénomène qui s'apparente au phénomène qu'on a pu observer avec le personnage qui avance avec son barreau dans un champ magnétique. Alors pour revenir plus précisément à ce deuxième dispositif, avec la spire et l'aimant, on peut se poser la question de savoir quel est le point commun entre ces 3 situations. Donc comment ça se fait que dans les 3 cas différents, qui semblent un peu différents, on observe ici un courant électrique? Eh bien, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que dans les 3 cas, on est en fait venu modifier le flux du champ magnétique au travers de la surface de la spire. Voilà. Alors, probablement que la notion de flux ici n'est pas encore très claire pour toi, mais donc c'est ça qu'on va tenter d'approfondir au travers du tableau suivant. Alors plus concrètement, je vais ici reprendre 4 situations, les 4 situations que j'ai évoquées, que je vais venir schématiser. Alors je vais les dessiner très rapidement, je vais un petit peu accélérer pour ne pas perdre trop de temps. Et donc on a ici nos 4 situations. Alors ce que j'ai fait, c'est que pour l'aimant, ici, tu vois, j'ai représenté pas toutes les lignes de champ, mais une série de lignes de champ. Et donc j'ai à chaque fois le champ magnétique ici qui est en vert. Et finalement, quand je dis que je viens modifier le flux du champ magnétique au travers de la spire, ce que je dois comprendre, c'est que j'ai un certain nombre de lignes de champ qui passent à l'intérieur de la spire, à l'intérieur du circuit. Et donc ce que j'aimerais que tu arrives à te représenter ici, c'est le fait que, par exemple, dans la situation 1, je suis plus éloigné que dans la situation 2. Et donc ça veut dire que je vais avoir un moins grand nombre de lignes de champ qui vont traverser la spire dans la situation 1 par rapport à la situation 2. Dans la situation 2, tu peux voir que l'aimant étant plus proche, il y a plus de lignes de champ qui vont venir passer au travers de la spire. Alors à nouveau, je n'ai pas représenté toutes les lignes de champ parce que ça ferait un schéma beaucoup trop chargé, mais tu dois t'imaginer que ces lignes de champ, en fait, elles décrivent un circuit fermé, donc elles se poursuivent et puis elles viennent se refermer en partant du pôle nord jusqu'au pôle sud. Dans la troisième situation, comme j'ai tourné l'aimant, on peut aussi observer qu'il y a une série de lignes de champ qui ne vont plus traverser la spire. Donc on vient aussi diminuer la quantité de lignes de champ qui va traverser la spire. Dans la dernière situation, tu vois que j'ai modifié, je suis venu restreindre la surface de la spire, ce qui veut dire qu'à nouveau, il y a moins de lignes de champ qui vont traverser. Et donc la notion de flux, ici, c'est celle-ci. Ça veut dire qu'on a quelque part moins de lignes de champ qui viennent traverser la surface de la spire. Et donc, ce qu'on peut déjà dire, ce qu'on a pu observer, c'est que quand je viens modifier ce flux magnétique, je viens induire un courant dans le circuit. Pour poursuivre, nous allons avoir souvent besoin de cette notion de flux, et donc on va essayer de l'approfondir ici,
en regardant comment est-ce qu'on peut calculer ce flux justement. Alors, le flux, eh bien, il y a une formule qui est la suivante ici, et qu'on va décortiquer ensemble. La première chose, c'est que le symbole qu'on utilise la plupart du temps pour le flux magnétique, eh bien, c'est la lettre grecque phi, que tu peux voir ici. Voilà, la lettre phi. Et l'unité du flux, eh bien, c'est ce qu'on appelle le Weber. Alors, le Weber, quelque part, c'est une unité qui correspond à des Tesla fois des mètres carrés. Du coup, c'est logique, le flux magnétique, eh bien, on va retrouver dans sa formule le champ magnétique. Donc on a ici l'intensité du champ magnétique. Alors petite parenthèse, on ne va considérer dans ce cours ici que des champs magnétiques constants, uniformes. Donc ça veut dire qu'ils, dans les surfaces qu'on va considérer, ont toujours la même intensité en tout point de la surface. Sinon la formule serait un petit peu plus compliquée et ce que j'ai écrit ici ne serait pas tout à fait exact. Alors, on va également avoir justement une surface, et cette surface, c'est la surface du circuit qu'on va considérer. Dans le cas qu'on a considéré, c'est la surface de la spire. Donc tu vois qu'on a bien ici des Tesla pour le champ magnétique et une surface en mètres carrés. Et la dernière chose ici à considérer, c'est le cosinus. Et le cosinus, en fait, c'est le cosinus de l'angle entre le champ magnétique et la normale à la surface. Alors la normale à la surface, je te rappelle que c'est une droite, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à la surface. Alors, justement, on va essayer de voir un petit peu quelle est l'influence de tout ceci, et je vais, pour cela, venir représenter ici ma spire de profil. Donc tu dois t'imaginer ici, je la vois de côté, mais donc il faut t'imaginer que j'aurai ici, alors là on ne le voit pas, mais ça peut être un carré, ça peut être une boucle, peu importe la forme, et donc j'ai ici un circuit qui serait fermé, qui décrit une surface, et je la regarde de profil. Et je vais venir représenter un champ magnétique. Donc tu vois, j'ai un champ magnétique uniforme qui va traverser cette spire. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un flux magnétique. Et je vais venir rajouter sur ma surface ce que j'ai évoqué tout de suite. Donc je vais venir représenter la surface de la spire par un vecteur qui est normal à la surface. Voilà. Et donc ce vecteur, je l'appelle S. Et donc tu vois que ce vecteur, il est perpendiculaire à la surface. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? C'est justement ceci qui va nous permettre de voir à quel point le flux sera important en fonction de l'angle qu'on observe entre le champ magnétique et la surface. Alors, dans le cas que j'ai représenté ici, tu vois que le vecteur champ magnétique, en tout cas un vecteur du champ magnétique et le vecteur normal à la surface, ils sont collinéaires. Donc ça veut dire qu'ici, l'angle est égal à 0, et donc dans ce cas-là, le cosinus est égal à 1, ce qui veut dire que je peux considérer simplement que le flux est égal à B fois S. Ok. Alors prenons maintenant la situation suivante. Donc on va prendre cette fois-ci une surface qui est orientée différemment. Et donc tu vois ici qu'il y a un angle entre le vecteur normal à la surface et le champ magnétique. Et dans ce cas-ci, mon angle est compris, alors je considère ici un cas où mon angle est compris entre 0 et pi², ce qui veut dire que je vais avoir un cosinus qui sera compris entre 0 et 1. Et donc, ce que ça m'indique ici, c'est que si j'ai, pour la même surface, pour la même spire et pour la même intensité de champ magnétique, si j'ai un angle entre le champ magnétique et la surface, je vais avoir un flux qui sera plus petit. Alors c'est logique, une manière de le voir, c'est de se rendre compte que, quelque part, la surface que la spire offre ici au champ magnétique, elle est plus petite puisqu'il y a un angle. Et donc tu peux voir ici, j'ai représenté finalement la surface qui est vraiment perpendiculaire au champ magnétique, c'est ce que j'ai appelé ici S'. Et donc tu vois que cette longueur-là, elle est plus petite que la longueur de la surface en jaune. Voilà. Et donc ça explique forcément que le flux est plus petit ici, il est plus restreint, puisqu'en réalité, avec cet angle, j'ai diminué la surface que j'offre au champ magnétique. Alors le dernier cas de figure va peut-être te permettre de vraiment bien comprendre les choses. Je vais considérer ici un champ magnétique avec une surface, avec une spire qui en fait est parallèle au champ magnétique, et donc ça veut dire que le vecteur normal à ma spire est perpendiculaire au champ magnétique. Dans ce cas-là, tu vois que mes deux vecteurs ils sont à angle droit, donc il y a un angle de pi², et dans ce cas-là, ce que ça signifie tout simplement que le cosinus est égal à 0 et que donc le flux est nul. C'est logique puisque ici, si tu regardes mes flèches vertes qui représentent le champ magnétique, je peux me rendre compte que j'en ai aucune qui va vraiment traverser la spire, la surface.
Si jamais les choses ne sont pas encore tout à fait claires pour toi et si tu as du mal à te représenter ce qu'est vraiment cette notion de flux, je te propose d'analyser ici ensemble une petite analogie qu'on utilise souvent, c'est celle de la canalisation d'eau. Hein. Le problème avec le flux magnétique, c'est que un champ magnétique, c'est déjà dur de se représenter. Alors avoir ici l'idée qu'on a un flux de champ magnétique, c'est un petit peu bizarre. Et donc souvent, pour essayer de visualiser un peu mieux les choses, on utilise cette analogie. Alors plus précisément, je vais imaginer ici que j'ai un courant d'eau. Donc j'ai ici, tu vois, un cours d'eau et j'ai un certain débit d'eau. Donc j'ai de l'eau qui passe avec une certaine vitesse. Eh bien, on peut imaginer que je vienne ici positionner différentes canalisations dans l'eau. Alors tu vois, j'ai une canalisation avec une petite ouverture, hein, ce qui correspondrait à une petite surface pour ma spire. J'ai une canalisation avec une grande ouverture, et j'ai une canalisation avec la même ouverture que le premier tube, mais cette fois-ci j'ai fait changer l'angle entre le tuyau et la direction de l'eau. Alors la direction de l'eau, justement, je vais venir la représenter par un champ de vecteur vitesse. Donc ce que ces flèches représentent, c'est en fait la vitesse de l'eau, hein, c'est le débit de l'eau. Eh bien, si tu veux une analogie, plutôt que d'avoir ici un champ magnétique, on va représenter ça par des molécules d'eau qui évoluent à une certaine vitesse. Et tu peux te rendre compte que le flux qui va passer dans le premier tuyau tout au-dessus, eh bien, il sera plus petit que dans le deuxième tuyau. Alors pourquoi ? La vitesse de l'eau, elle est partout la même, mais par contre, dans le deuxième tuyau, j'ai une surface qui est plus grande. Et donc ça veut dire là que j'aurai un flux qui sera plus important. Par contre, le troisième tuyau, il a la même taille que le premier. Mais tu vois que j'ai fait varier l'angle ici, j'ai modifié sa direction. Et tu peux te rendre compte que du coup, il va y avoir un peu moins d'eau qui va passer dans ce tuyau-là par rapport au premier. Et on peut même imaginer le cas extrême où je viendrais mettre le tuyau complètement perpendiculaire au vecteur V. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas d'eau qui passerait dans mon tuyau, hein, parce qu'il n'a pas la bonne direction. Eh bien ici, c'est la même idée, ça veut dire que je n'ai pas de flux qui passe à travers ce tuyau. Eh bien, la correspondance, ce serait de ne pas avoir de champ magnétique qui passe à travers ma spire. Voilà. J'espère que ça te permet d'y voir un petit peu plus clair, et donc il faut quelque part imaginer que quand on parle de flux magnétique, eh bien, il y a quelque part une quantité de champ magnétique qui passe à travers la surface du circuit, de la même manière qu'il y a une quantité d'eau qui passe à travers la canalisation. Voilà, je te propose de nous arrêter ici pour cette première séquence sur l'électromagnétisme. Je te dis à bientôt.